J'ai vu une autre déclaration de Flavio, je commente ici avant d'entrer. De lui, dans son discours au Congrès, expliquant pourquoi il y a de la corruption au Brésil, et il cite l'affaire Master. Les gars, c'est un roman de Kafka. C'est surréaliste. Ce type a été pris il y a un peu plus d'un mois avec un enregistrement audio où il demandait 140 millions au propriétaire du Master. Et là, il a le culot de parler de l'affaire Master à la troisième personne. C'est comme s'il n'était pas impliqué. Alors, tu vois, c'est un peu comme un univers parallèle du bolsonarisme, non? Et ça nuit au Brésil. Ça, on ne peut pas le nier. Ce n'est pas inoffensif. Ce pourrait être une caricature ou une blague, mais malheureusement, ce n'est pas qu'une plaisanterie de mauvais goût. Parce que nous avons, aux États-Unis, le gouvernement de Trump qui s'est positionné comme adversaire du projet souverain du Brésil représenté par Lula. Et par intérêt. Ce n'est pas seulement pour l'idéologie, etc., mais c'est surtout parce qu'ils veulent nos terres rares, nos minéraux critiques. C'est avant tout parce qu'ils savent que le Brésil, par sa dimension, par ses caractéristiques, par la taille de son économie, est le seul pays d'Amérique du Sud, peut-être d'Amérique latine, capable de mener un projet indépendant, autonome et souverain par rapport aux États-Unis. Avec la doctrine Monroe-Maury et la guerre froide avec la Chine, ils veulent faire de l'Amérique latine leur arrière-cour. Donc, Lula, le Brésil, en réalité, le projet souverain du Brésil est une pierre dans la chaussure de Trump. Et donc, il voit Flavio comme un moyen de garantir ses intérêts. Le PIX est une pierre dans la chaussure de Visa, de Mastercard, d'American Express, des sociétés de cartes. Ils l'ont déjà dit. N'est-ce pas? Ils ne veulent pas que les minéraux critiques soient exploités, raffinés, traités ici au Brésil. Ils veulent une logique coloniale où nous vendons le minerai brut pour eux. Donc, ce qui est en jeu au bout du compte, c'est un projet géopolitique, un projet de souveraineté pour le Brésil. D'accord? Et que Flavio représente un Brésil à genoux, un Brésil colonisé, et le président Lula représente le Brésil qui ne s'écrase pas devant les États-Unis, qui ne salue pas le drapeau américain. Nous sommes aussi avec Carole Nogueira, qui a décroché l'entretien. Carole, journaliste dans la rubrique d'Igor Gadella. Bonjour Carole. Bonjour Nat, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la rubrique Igor Gadelha. Monsieur le Ministre, je vais commencer par parler d'un sujet qui est actuellement au Congrès national et ça a été la grande priorité du gouvernement Lula pendant ce premier semestre, qui est l'APEC mettant fin au système de 6 jours travaillés pour un jour de repos qui a été approuvé à la Chambre des députés et qui est maintenant bloqué au Sénat. Le président Davi Alcolumbre, d'ailleurs, a déjà indiqué qu'il n'est pas pressé de voter ce projet maintenant. Et j'aimerais savoir, selon vous, si vous considérez que le président Davi Alcolumbre inflige une défaite aux travailleurs en ne mettant pas à l'ordre du jour la fin du système de 6 jours travaillés pour un jour de repos, qui est un sujet qui a mobilisé le Brésil ces derniers mois. Écoute, la fin du système de 6 jours travaillés pour un jour de repos, Carole, c'est une revendication du peuple brésilien. Le gouvernement Lula n'est pas le propriétaire de cette revendication. Le législatif non plus. C'est une revendication qui vient de la société. Le gouvernement du président Lula a eu le mérite de soutenir cette revendication. Elle est venue du TVA avec Henrique Azevedo. Erika l'a soutenue dans l'APEC. Autrement dit, c'est une revendication qui vient des travailleurs et des travailleuses, surtout des femmes, épuisées, n'est-ce pas? Épuisé. Pernalte a dû s'absenter pour anxiété et dépression. L'an dernier, nous avons eu un record d'absences liées à la santé mentale. 500 000 arrêts de travail de cette nature, c'est de l'épuisement. Ce sont des personnes qui n'ont plus de temps pour vivre. N'est-ce pas? Je veux dire, travailler pour pouvoir vivre, c'est normal. Seuls les héritiers n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, 30 à 40 millions de travailleurs au Brésil vivent pour travailler avec des journées épuisantes. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit et je le répète, oui, on ne peut pas accepter que, pour des raisons politiques mineures, ce projet reste bloqué au Sénat fédéral. Je pense que la société ne l'accepte pas. Le gouvernement a-t-il l'intention, d'une manière ou d'une autre, de faire pression ? Est-il possible de hausser le ton vis-à-vis du Sénat pour que ce projet soit voté dans les prochains mois? Nous avons la période électorale, n'est-ce pas? Donc, le Congrès lui-même va ralentir le rythme de travail. Écoutez, je pense que le gouvernement a fait de la fin du rythme de travail 6 jours sur 7 une priorité. Ce que je trouve compliqué, c'est quand on punit des millions de personnes à cause d'une dispute politique, n'est-ce pas?
un conflit entre les pouvoirs. Et je pense que la société n'accepte pas cela. Erreur de croire que la société ignore ce qui se passe. Se trompe celui qui pense que cela est banalisé, que les gens vivent leur vie normalement. N'est-ce pas? Va dans une boulangerie, va à un arrêt de bus, va dans une église, va dans un bar, va n'importe où pour parler avec les gens. Et teste pour voir si les gens ne savent pas exactement ce qui se passe concernant la fin du rythme de travail 6 jours sur 7. Alors, je pense que c'est une nécessité pour le peuple brésilien. Et nous allons continuer à travailler, à insister, à réitérer pour que ce soit voté avant l'élection. Tu comprends, c'est la logique de l'algorithme des réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'algorithme privilégie? Si aujourd'hui tout le monde parle de Messi, et que je parle de Messi ici, et que je le mets sur les réseaux sociaux, Instagram va diffuser davantage ma vidéo que si je parle de Neymar, que tout le monde a déjà oublié et dont plus personne ne se souvient. D'accord. Donc pourquoi? Il y a plus de personnes qui en parlent. L'algorithme du réseau, comme une IA, fonctionne en disant que c'est un sujet d'un grand intérêt et il diffuse davantage ce sujet. Comment le bolsonarisme fait-il pour gérer l'algorithme? Il l'a fait. L'extrême droite dans le monde l'a fait pour composer avec l'algorithme. Donc, ils pratiquent une discipline de message. Alors, on va tous parler de détergents. Alors là, depuis Nicolas Flavio Bolsonaro et même leurs conseillers municipaux dans l'intérieur de l'Acre, tout le monde va parler de détergents. Comment ça marche dans l'algorithme? Tu ouvres ton téléphone, tu vois plein de gens parler de détergents, alors qu'à gauche, chacun parle de son sujet sans unifier le thème. Et ça, c'est une méthode pour gérer les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec les fake news ou les bots qu'ils utilisent. C'est de notoriété publique. N'est-ce pas? Mais ça, c'est une méthode pour gérer la logique de l'algorithme d'Instagram, de TikTok, de Facebook, de n'importe lequel d'entre eux. Donc, porte-parole de Lula est une initiative que nous avons lancée pendant la campagne du président pour unifier le récit. Donc, dire, écoutez les amis, aujourd'hui, le sujet important dont nous devons parler, c'est la fin du système de travail de 6 jours pour un jour de repos. Nous allons rassembler. Déjà, plus de 81 000 porte-paroles sont inscrits en un mois. N'est-ce pas? Ça a été un succès. N'est-ce pas? Nous dépasserons largement les 100 000 avant la campagne électorale. Et ces personnes, chaque matin, reçoivent le thème du jour. La consigne n'est pas toujours une vidéo toute prête. Parfois, vous créez du contenu sur ce sujet, surtout pour ceux qui le font facilement. Cela peut être un visuel, un mème ou une vidéo, non? Pour ceux qui le partageront dans leur groupe WhatsApp ou sur leur profil, afin d'aborder ce sujet et de stimuler son traitement le jour même. Nous commençons déjà à obtenir des résultats, c'est logique. Pour atteindre 200 à l'heure, il faut chauffer le moteur avant. Nous sommes en train de chauffer le moteur. Parfait. Pour finir, Laetitia Ferdinand, qui participe toujours ici, demande si vous allez un jour vous présenter à la présidence de la République. Je me suis déjà présenté à la présidence de la République en 2018. Je n'ai pas eu de bons résultats. C'était une élection très difficile. C'est l'élection qui a élu Bolsonaro président du Brésil. Maintenant, mon objectif est de réélire le président Lula. N'est-ce pas? Après, l'avenir appartient à Dieu, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut vivre chaque jour avec ses propres difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, Lula représente, disons, une barrière de protection contre le fascisme au Brésil. Une barrière de protection contre le colonialisme au Brésil. Une barrière contre l'autoritarisme au Brésil. Il y a beaucoup de choses en jeu dans cette élection. Mais, pour être franc, ce n'est pas une élection Lula contre Flavio Bolsonaro. C'est une élection Lula contre Trump. Le président américain s'est placé ainsi et a déclaré « Mon prochain défi, c'est l'élection au Brésil ». Il a dit cela publiquement après l'élection au Pérou et en Colombie, n'est-ce pas? Il a des intérêts néocoloniaux dans le pays. Ce n'est pas de la rhétorique, les amis. Le Brésil possède 26% des réserves de terres rares dans le monde. Le Brésil n'est derrière que la Chine, qui détient 49%. L'Inde, qui arrive en 3e position, en possède 7%. Les terres rares sont à la base de l'économie numérique grâce aux semi-conducteurs, c'est-à-dire à l'intelligence artificielle. Et c'est la base de la transition énergétique pour les panneaux photovoltaïques, pour les turbines éoliennes. Alors, voyez-vous, ce sont les deux principaux vecteurs de l'économie du 21e siècle, à savoir le numérique et la transition énergétique qui dépendent des terres rares, des aimants en néodyme. Et le Brésil en est la base. Les États-Unis sont en guerre froide avec la Chine, le deuxième acteur, et voient le Brésil comme leur arrière-cour. Ils veulent s'emparer de tout ça. Voilà la réalité.
Et puis il y a des gens qui croient au conte de fées selon lequel ils s'inquiètent des organisations criminelles, de la sécurité de ceux qui vivent à Madureira, de la sécurité de ceux qui vivent à Capamorredondo ou ici à Solnacent. Franchement, il faut être sérieux. Quelqu'un pense que Donald Trump se préoccupe vraiment de ça? Je pense que Laetitia veut surtout savoir si vous vous inscrivez dans la continuité de Lula. Écoutez, non, j'ai compris la question. Maintenant, le fait est que je pense que c'est le moment, et c'était ma façon de répondre, de nous préoccuper de l'immédiat. Nous menons une bataille décisive au Brésil. C'est pourquoi je fais partie de la coordination de campagne du président Lula et ai renoncé à être candidat. N'est-ce pas? J'ai été le député le plus voté de São Paulo et le plus voté de l'histoire de la gauche au Brésil avec 1 million de voix. J'ai renoncé à ma candidature pour devenir ministre de Lula et l'aider dans sa campagne, car c'est ma mission. Maintenant, ensuite, eh bien, voyez-vous, il est naturel que toute personne qui fait de la politique, pas par intérêt, pas pour gagner de l'argent, pas pour s'enrichir, pas pour demander 130 millions pour Forcaro, ni pour avoir un dîner à Paris à 100 000 $ payés par Forcaro. Comme votre Ciro Nogueira, ceux qui font de la politique par principe, par idéal, parce qu'ils croient en un autre monde, croient en un avenir plus juste et je ne sais quoi d'autre. Qui, bien sûr, aspire toujours à avoir l'opportunité de réaliser son projet politique, d'avoir l'espace pour cela. Maintenant, ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir, d'insister. C'est surtout une question de circonstances. Ce que je défends, c'est qu'après l'élection de 2026, le camp de la gauche progressiste reste uni pour aller de l'avant. Cet héritage des mandats du président Lula, l'héritage du lulisme, c'est cet héritage qui a remporté la majorité lors de 90% des élections présidentielles de ce siècle au Brésil. Autrement dit, c'est un champ politique qui ne peut pas, lorsque Lula ne sera plus candidat, se déchirer.